Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. Pierre-Florent Petit, vous êtes oncologue au Centre hospitalier universitaire Elora en Belgique. Vous faites partie des Shifters, l'association bénévole attachée au Shift Project, et vous vous intéressez aux liens multiples entre environnement et cancer. Bonjour Pierre-Florent. Bonjour Gaël, merci beaucoup pour l'invitation dans votre podcast. Alors, on connaît depuis de nombreuses années l'importance des facteurs environnementaux sur l'augmentation des risques de cancer. On peut penser à la pollution, on peut penser à l'alimentation, voire les facteurs sociaux. Est-ce qu'on pourrait faire un podcast sur juste ces aspects, qu'on fera peut-être une prochaine fois. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la partie aval, c'est-à-dire l'impact environnemental des traitements pour le cancer. On connaît beaucoup moins bien l'impact de ces traitements sur l'environnement. Quelle est la raison à cela, Pierre-Florent ? Je pense qu'il y a sans doute plusieurs explications. En tout cas, sur l'impact de la santé, les connaissances sont très récentes sur le sujet et je pense qu'on s'était peu posé la question jusqu'à présent. Il faut dire aussi que globalement, la prise de conscience écologique globale, c'est-à-dire l'impact de nos transports, du chauffage, de l'alimentation, à l'échelle de la population, ça reste assez récent. La publication, par exemple, du bilan carbone du français moyen, parce que c'est pour la France qu'on a un peu le plus de données, ça reste quelque chose de récent et je pense que c'est pour ça. Question de l'impact de la santé, pour moi c'est 2021, la date où on a vraiment des données objectives pour commencer à en parler, avec le système de santé anglais, le NHS, qui a publié dans le Lancet le bilan carbone de tout son système de soins, et le Shift Project qui a fait ça également pour la France, dans le cadre de son grand plan pour décarboner toute la société. Il y avait un plan par secteur, notamment un pour la santé. Donc on commence à connaître un peu l'impact carbone de l'hôpital et du système de santé dans sa globalité. L'évaluation d'autres paramètres, par contre, reste tout à fait sous-étudiée. Par exemple, la question de la toxicité sur les eaux usées, des traitements parce qu'il y a beaucoup de traitements qu'on va donner aux patients qui vont finir dans les urines ou dans les selles et qui vont finalement se retrouver dans les eaux usées. Et ça reste très peu étudié. Je pense aussi que la santé est quand même un secteur connoté positivement. On se dit que c'est un secteur qui fait du bien à la société et en plus sa pollution est plutôt cachée. Quand on va à l'hôpital, on n'a pas l'impression que c'est sale et que ça émet des grosses fumées noires. Mais en fait, l'impact carbone se cache derrière tous les outils qu'on utilise à l'hôpital, mais dont la production n'est pas faite sur place. Et donc je pense que cette pollution elle est cachée et c'est en faisant les calculs qu'on se rend compte qu'en fait il y a un impact important. Et aussi quand on commence à avoir une vision globale de la société et qu'on évalue où se trouvent les émissions de carbone, on se rend compte qu'il y a une part qui vient aussi de la santé. Et si on essaye de faire des projections pour réduire notre impact, on se rend compte que tous les secteurs vont devoir faire quelque chose. Et il n'y a aucun secteur dans lequel on peut faire l'économie d'une transformation, même si le secteur de la santé, on pourrait se dire qu'il est peut-être moins prioritaire à modifier et qu'on pourrait d'abord agir sur le chauffage de nos bâtiments ou sur nos transports. Mais malgré tout, si on ne veut pas agir du tout sur la santé, il va falloir agir encore beaucoup plus sur le reste et ça paraît un peu compliqué. Alors, en effet, la santé commence un peu à faire sa mue du point de vue environnemental, mais le système de soins, c'est quand même un système particulièrement aussi encore large, avec beaucoup de spécialités, des spécificités, des domaines bien différents. Si on zoome aujourd'hui sur l'oncologie, vous êtes oncologue, si vous aviez un peu une baguette magique, par quoi est-ce que vous commenceriez pour rendre l'oncologie plus durable ? C'est la première fois qu'on me pose cette question et je l'aime beaucoup. Il faut savoir que on ne connaît pas bien en fait le bilan environnemental de l'oncologie à l'heure actuelle. Donc il nous manque avant tout des connaissances pour pouvoir bien réfléchir à la question. Mais avec les connaissances que nous avons, il y a déjà une chose qui ressort très fortement, c'est les médicaments. Donc quand je dis médicaments dans l'oncologie, ce serait donc l'immunothérapie, la chimiothérapie, etc. On connaît déjà assez bien le bilan carbone de la radiothérapie, mais ce ne sont pas les oncologues médicaux, ce sont plutôt les radiothérapeutes. Et clairement, les médicaments sont probablement le poste le plus important, à savoir que
quand on fait le bilan du système de santé dans sa globalité, les médicaments, c'est environ 25% des émissions de carbone du secteur total. Donc, toute la santé, ça veut dire la médecine de ville, les institutions de long séjour, des hôpitaux. Et l'oncologie, qui est avant tout une spécialité où on donne des médicaments aux patients, que ce soit des médicaments oraux à la maison ou des traitements intraveineux à l'hôpital de jour, c'est le cœur de notre travail. Donc très clairement, c'est probablement encore beaucoup plus que 25% pour l'oncologie. Et le problème actuel, c'est qu'on ne connaît pas vraiment le bilan environnemental des médicaments, dans le sens où l'industrie pharmaceutique ne doit pas reporter le bilan carbone de son produit. Et donc, on essaye de l'estimer de manière indirecte, mais la seule manière de bien le connaître, ce serait que l'industrie pharmaceutique le calcule elle-même, parce qu'il n'y a qu'elle qui sait quel est exactement son fournisseur de matières premières, quelle énergie elle utilise, etc. Et donc, tant qu'on n'a pas cette donnée, c'est un peu difficile de faire des estimations précises, et on risque, si nos estimations sont trop peu précises, de ne pas pouvoir bien calculer des modifications à mettre en place. Parce qu'en effet, si on avait cette information assez objective, on pourrait comparer des stratégies de soins et mettre en avant peut-être, si l'efficacité est équivalente, mettre en avant des stratégies qui sont plus faibles en émissions de carbone. Mais pour le moment, sur base d'estimation, ce serait un petit peu dangereux. Alors, excusez, cher Florent, est-ce que vous parlez de stratégie indirecte? Est-ce que vous pourriez, pour les personnes qui ne connaissent pas exactement comment faire ces calculs, quelles sont peut-être les méthodes utilisées pour les stratégies indirectes d'évaluation des impacts? Oui, donc pour le moment, on fait le calcul surtout sur un facteur d'émission globale qui a été calculé, c'est-à-dire que on a estimé que pour l'ensemble des médicaments, mais donc ça veut dire du simple dafalgan à la thérapie la plus complexe, on a essayé de faire une moyenne de ce que produisaient sans doute les industries de santé et du nombre de médicaments vendus pour essayer de voir pour autant d'euros, en moyenne, on y met autant de kilos de CO2. Mais ce qui est une estimation extrêmement grossière, qui, comme c'est une moyenne, pour un médicament qui est peut-être très facile à fabriquer, il a peut-être un bilan carbone bien meilleur que ce facteur d'émission ne le fait calculer. À l'inverse, pour des molécules très compliquées qui coûtent très cher, le bilan carbone va paraître énorme, alors qu'en fait, il n'est peut-être pas si élevé que cela. Et une autre manière indirecte de le calculer, c'est vraiment d'essayer de prendre tout ce qui rentre dans l'industrie pharmaceutique, tout ce qui sort, et là, d'essayer d'avoir des estimations plus précises sur base de la complexité de la synthèse chimique et des choses comme ça. Mais ça reste tout à fait indirect, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce calcul sur base exactement du principe actif, de l'énergie utilisée par l'usine, etc. Donc je vous ai coupé un peu dans votre déroulé. Pas de problème. Vous parliez donc du bilan environnemental des médicaments, du manque de données. Est-ce que l'industrie pharmaceutique, elle est un peu réticente finalement à donner ces données? Qu'est-ce que ça pourrait aider de les avoir, ces données? Donc je pense que ça pourrait beaucoup aider. Je sais de sources bien informées, c'est-à-dire il y a une société notamment française qui s'appelle Ecovamed qui essaye de calculer l'impact de tous les médicaments, qui a fait un modèle de prédiction basé sur le prix chez nous, sur là aussi je disais la synthèse chimique, des choses comme ça, sur différents paramètres, ils essayent d'estimer. Et eux me disent que pour certains médicaments, en fait, ça les a aidés à faire leur modèle parce que pour certains médicaments, on connaît l'impact carbone qui a été calculé par la firme. Parce qu'ils ont, j'imagine, de beaux contacts avec elle, mais pour le moment, c'est pas une donnée qui est publique et qu'on peut vraiment comparer. Voilà, on peut pas dire le paracétamol de telle firme, il a un bilan carbone meilleur que le paracétamol de telle firme. On n'a pas cette donnée, mais ça nous aiderait beaucoup parce que c'est vrai que ça permettrait par exemple, le pharmacien d'hôpital ou de ville, il pourrait choisir le médicament quand il y a plusieurs équivalents, des génériques, etc. Il pourrait choisir le médicament qui a le meilleur impact. Mais sans connaître l'information, évidemment, on ne sait pas le faire. D'accord. Et est-ce qu'il y a, alors, en attendant un peu ces données, peut-être
des petites choses, je veux dire un peu des astuces pour aller un peu dans une prescription plus verte. Est-ce qu'on a déjà des petites idées pour faire déjà un peu mieux? Oui, tout à fait. Donc les premières, parmi ce qu'on sait, même si on ne connaît pas le bilan exact d'un médicament, on sait que par exemple sa forme orale aura normalement toujours un meilleur bilan carbone que sa forme intraveineuse, du fait que simplement aussi le packaging va être beaucoup moins polluant, donc le comprimé sur sa petite plaque nécessite beaucoup moins de matériel que le flacon en verre ou en plastique avec une fermeture étanche, un petit caoutchouc qui permet de mettre l'aiguille dedans. Et puis souvent ces médicaments IV, derrière on va pas pouvoir le donner comme tel au patient. Donc on va devoir utiliser une seringue, on va devoir peut-être utiliser une tubulure, etc. Donc clairement en termes de matériel utilisé, l'intraveineux aura un moins bon bilan que la forme orale. Maintenant, est-ce que d'un point de vue vraiment chimie, de faire le comprimé sec versus en solution est aussi plus polluant? Ça, j'avoue que je ne connais pas la réponse. Mais donc, on sait par exemple qu'en oncologie, où on utilise beaucoup de prémédication avant de donner la chimiothérapie, on donne déjà des antinauséeux, des anti-allergiques avant de commencer. On fait souvent ça en intraveineux. Alors que probablement une forme orale serait suffisante, vu que le patient, quand il arrive, il n'a pas, a priori, de nausées et d'incapacité d'ingurgiter. On sait aussi, c'est pas vraiment de l'oncologie, mais que par exemple pour tous les inhalateurs en pneumologie, les puffs qu'on utilise, ceux qui sont à poudre sèche ont un bien meilleur impact que ceux qui sont à gaz propulseur, parce que le gaz a un effet, un pouvoir d'effet de serre. Donc là, le facteur est de 1 à 20 selon le type de puff entre guillemets qu'on va prescrire. Donc voilà, quand on voit des patients qui ont ces puffs à gaz, on pourrait les remplacer avec des poudres sèches. Et donc ça c'est pour mieux prescrire. On va quand même prescrire, mais on peut prescrire mieux. Et on peut aussi peut-être essayer de moins prescrire. On sait qu'il y a des médicaments qui sont trop prescrits. Et là, je parle en général, les antibiotiques, les antidépresseurs. Et en oncologie, on a besoin d'études pour savoir si on pourrait prescrire moins pour faire tout aussi bien. C'est le smarter medicine peut-être appliqué à l'oncologie? Oui. D'accord. Et sur peut-être est-ce qu'on a un peu des retours sur le fait d'avoir des stratégies assez générales par rapport à des stratégies qui seraient peut-être plus en lien justement avec les personnes, les gabarits, les trajectoires de vie? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être des moyens d'aller plus proche encore du patient et de gagner des impacts là-dessus? Je pense que pour le moment, si on reste plutôt sur les thérapies oncologiques, ce dont on manque vraiment, c'est de bons biomarqueurs. Et il y en a certains qui commencent à arriver, parce qu'il faut se rendre compte que nos traitements ne sont pas très bien personnalisés. Je pense qu'on doit pas imaginer le fait de personnaliser dans le sens où chaque patient aurait un traitement qui est préparé uniquement pour lui et qu'on ne va donner à personne d'autre parce que c'est vraiment un traitement unique. Ça, c'est pas vraiment faisable, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, parce que les cibles de traitement, elles sont plutôt communes et partagées entre les différents types de cancers. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on voit des schémas de traitement qui deviennent très complexes. Par exemple, pour un cancer du sein, on va donner de la chimiothérapie, de l'immunothérapie, on va opérer, on va faire de la radiothérapie, parfois on va redonner ensuite un autre type de chimiothérapie. Donc, on arrive avec tout ça à avoir de très bons résultats et on voit que chaque traitement pris séparément, en moyenne, améliore les résultats cliniques, mais probablement que certains patients bénéficient de certaines de ces étapes, mais pas de toutes les étapes, parce que leur tumeur va être plus sensible aux rayons, ou plus sensible à la chimio, plus sensible à l'immuno. Et dans un monde idéal, on devrait essayer de trouver parmi tous ces outils qu'on a, quel est le mélange qui va être utile à quelqu'un et retirer du mix ce qui va probablement pas être utile. Pour le moment, on n'a pas vraiment ce type de biomarqueur et donc chaque patient qui se retrouve dans la même situation de départ, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une tumeur de telle taille, une invasion ganglionnaire ou non, on va donner à tout le monde quasiment la même chose en fonction de quelques grandes caractéristiques de la tumeur, mais pour 100 patients dans cette situation, très clairement, ils vont pas tous bénéficier de tous les traitements, donc idéalement, il faudrait qu'on puisse choisir. Mais ça, on a besoin de meilleurs biomarqueurs pour prédire la réponse aux différentes thérapies.
l'importance ici encore de la recherche. Donc, euh, peut-être sur la partie assez organisationnelle, est-ce que les soins à domicile peuvent être peut-être pas une solution, mais est-ce qu'ils peuvent permettre de réduire les impacts environnementaux? Quels sont les enjeux autour de cela? Oui, pour moi, c'est quelque chose qui est une tendance de fond qu'on a envie de développer, mais dont l'impact environnemental, pour le moment, n'a pas été très bien étudié, je pense. Et on pourrait risquer, si on ne calcule pas, qu'en fait, sur le plan environnemental, ce soit moins bien. Par exemple, tout ce qui sont des anticorps, donc on donne pas mal d'anticorps en oncologie, et à chaque fois qu'on fait une forme sous-cutanée pour laquelle on pourrait donc envisager plus facilement une injection à la maison. On doit augmenter la dose de l'anticorps parce que la résorption en sous-cutanée est un peu moins bonne qu'en intraveineux. Et comme la fabrication de l'anticorps, et donc plus il faut de doses, plus il faut faire d'anticorps, ça fait augmenter l'impact carbone. Quand on va donner une forme sous-cutanée, on va plutôt avoir un médicament qui est plus coûteux sur le plan environnemental. Donc ça peut probablement être contrebalancé par le fait éventuellement qu'on va éviter aux patients de faire 50-60 km aller-retour en voiture. Probablement ça peut compenser une partie de ce surcoût de fabrication, mais il faut du coup l'évaluer de manière intelligente. Je pense pas que juste par principe, le soin à domicile va avoir un meilleur impact environnemental, mais probablement si on l'implémente dans certaines situations, ça pourrait tout à fait participer à l'amélioration. Mais par exemple, dans le grand plan du Shift Project qui essaie d'évaluer tous les facteurs, toutes les modifications relativement facilement accessible pour essayer d'améliorer le bilan carbone de la santé, c'était pas identifié comme un facteur majeur. Alors après, il y aurait encore, mais on ouvrirait encore beaucoup la discussion, mais des questions de qualité de vie, évidemment, des patients, d'autres facteurs à garder, mais pas si clair, en tout cas, du point de vue environnemental. Très bien. Alors, nous, alors, à la Haute École de Santé à Genève, on forme des soignants à Genève, beaucoup de médico-soignants. Est-ce que intégrer les enjeux environnementaux en oncologie, est-ce que c'est faisable, facile, sans alourdir la charge des médico-soignants une fois qu'ils sont sur le terrain? Est-ce que ça, c'est possible? Je pense que c'est possible. Actuellement, ce qui paraît un peu difficile, c'est que comme ça ne fait pas partie de notre formation de base, clairement, c'est quelque chose qui vient se rajouter en cours soit en fin de formation ou pour les gens qui sont déjà dans le monde du travail, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à ce qu'on fait en pratique de tous les jours. Et donc, ça devient un souci supplémentaire et ça peut paraître comme une charge. Surtout que les recommandations de ce qui est une bonne pratique sur le plan environnemental sont pas encore très bien diffusées, à mon sens. Et donc, comme il y a tout un flou autour de ça, ça peut générer une sorte d'anxiété parce qu'on se dit « Ah, il faudrait que je fasse mieux, mais je ne sais pas comment faire, en fait. » Donc, je pense que si il y a des personnes, justement, comme vous, dans les écoles de formation qui réfléchissent à la question puis qui peuvent donner aux praticiens les bonnes pratiques, ce ne sera pas plus compliqué à appliquer que n'importe quelle autre bonne pratique. Mais tant qu'il y a du flou autour de ce qu'il faut faire, je pense que ça peut angoisser un peu les soignants qui, je dirais, ceux qui sont assez touchés par cette problématique et qui voudraient faire quelque chose de bien. À savoir aussi que de toute façon, il y a un gros travail qui doit se faire par l'industrie pharmaceutique qui produit, et l'industrie des produits de santé, c'est-à-dire toute l'industrie qui produit nos gants, nos pansements, nos dispositifs à usage unique, etc. Il y a un gros travail à faire de ce côté qui sera insensible pour les soignants. On peut imaginer, en effet, quelques tâches qui augmenteraient la charge de travail, dans le sens où il faudrait idéalement, quand on défait des emballages, essayer de trier le papier de plastique d'un côté. Donc ça, c'est quelques tâches qui peuvent s'ajouter à ce qu'on fait déjà, mais en moyenne, ça ne nécessite pas forcément de faire plus, c'est juste qu'il faut faire différemment. Alors, si on retourne du côté des patients, des patientes, donc vous voyez des patients et des patientes au quotidien, hein, est-ce que vous avez déjà été confronté à certaines qui s'interrogeraient sur l'impact écologique de leur traitement? Non, je n'y ai jamais été confronté. Ça m'intéresse
ça ne m'étonne pas vraiment dans le sens où la littérature sur le sujet a quand même été plutôt dirigée sur les soignants eux-mêmes et eux-mêmes jusqu'à présent ne sont pas trop au courant. Donc je serais étonné que les patients soient au courant. D'accord, donc c'est pas quelque chose qui eux, après on peut comprendre aussi que dans ce cadre-là, la maladie domine sur finalement l'impact de mon traitement, ça on peut bien le comprendre. Si on va sur maintenant comment on peut changer un peu cette approche systémique, hein, vous avez parlé de l'industrie pharmaceutique, vous avez parlé des médico-soignants, des patients. Comment est-ce qu'on peut peut-être accompagner les changements, déjà si on se restreint aux médico-soignants et aux patients? Comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin pour essayer que tout cela prenne corps? Je pense en effet que c'est une question délicate parce que imaginons qu'on communiquerait beaucoup plus sur la toxicité des traitements, que ce soit en termes de carbone, ou on pourrait aussi documenter beaucoup mieux le fait que la chimiothérapie dans les eaux usées, c'est probablement néfaste à pas mal d'égards. Mais ça me paraît difficile de faire ça sans qu'on ait nous-mêmes du côté de ceux qui créent la connaissance dans la santé, qu'on ait nous-mêmes les idées claires sur la question. Parce que si on se met à communiquer comme ça, on pourrait avoir des patients qui viennent nous dire ah non, mais moi, je ne veux pas cette chimiothérapie, ça a plein d'effets secondaires, c'est mauvais pour l'environnement. En plus, vous êtes peut-être même pas sûr, vous n'avez pas de biomarqueur, vous savez même pas si moi j'ai besoin de la recevoir. Donc, c'est vrai que ça devient des questions très, très compliquées et il y a cette maladie quand même qui fait très peur, qui bouleverse des vies à des âges de plus en plus jeunes, hein, parce que je pense que vous savez que l'incidence chez les jeunes augmente pour certains cancers. Et donc c'est quand même très difficile à 40 ans, alors qu'on a un cancer tout à fait injuste qui nous tombe dessus, de commencer à se demander si on va mettre dans l'algorithme de décision le fait de pas trop polluer l'environnement. Je pense que ça c'est un peu difficile à intégrer et clairement le but du côté des soignants, ça doit être d'essayer de faire mieux sur le plan environnemental tout en faisant au moins aussi bien, si pas mieux, sur le plan des résultats cliniques. Et donc pour le moment, comme on n'a pas de données sur comment faire tout aussi bien sur le plan clinique et en faisant mieux sur le plan environnemental, on n'a pas grand-chose comme données là-dessus. Je pense qu'il est un peu trop tôt que pour avoir une grande concertation avec nos patients, en tout cas en consultation avec le patient qui est malade. Maintenant, on pourrait imaginer quand même avec des associations de patients, quand on est en dehors de la phase aiguë, je dirais, de réfléchir à certaines choses et de se dire, pour certains traitements dont le bénéfice est finalement assez faible, est-ce que quand on met tout ensemble, est-ce que on pourrait même se dire, finalement, face à ce gain statistique, quand on a tel âge, face à ces gains marginaux et toute cette toxicité, on peut se demander si on préfère pas réserver, par exemple, ce traitement à des patients plus jeunes. Je sais pas si les patients arriveraient à ce type de conclusion, mais je pense que parfois, comme médecin, on est aussi biaisé par rapport à ce que peuvent penser la communauté des patients. On veut toujours faire absolument tout ce qu'il y a de mieux, quitte à être très intensif, mais c'est pas toujours ce que les gens veulent. Donc, je pense qu'il faudra en discuter. Ouais. Faire aussi bien au niveau santé et mieux d'un point de vue environnement, c'est tout le programme de la santé environnementale. Merci Pierre-Florent Petit. Merci à vous. C'était Santé Environnement, le podcast qui lit pour vous le monde de la santé et de l'environnement.